Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire organisé par Bibouda. Ce soir, nous allons parler d'un sujet bien particulier, intitulé Hypnoméditation, le couple gagnant pour une vie épanouie. Afin de démarrer ce webinaire, nous avons invité deux spécialistes dans ce domaine. Nous avons le docteur Robert Larsonneur et Noémie Kléber. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir à tous, bonsoir à chacun. Ça fait plaisir de te retrouver et de vous retrouver tous, l'équipe Bibouda qui est derrière tout ça. Et puis, toutes les personnes qui nous regardent, ça fait plaisir. Alors avant de démarrer ce webinaire, il me semble important de vous présenter. Nous avons dans un premier temps Robert, donc docteur Robert Larsonneur. Vous êtes docteur en chirurgie dentaire. Vous êtes également enseignant en hypnose ericksonienne et en hypnose intégrative. Et vous êtes également le fondateur de France PNL et de France Hypnose Formation. J'oubliais également que vous êtes certifié aussi en PNL et coach certifié. De l'autre côté, nous avons Noémie Kléber. Donc Noémie Kléber, vous êtes diplômée en sciences humaines et sociales. Vous avez été formée à la psychologie clinique et à la psychopathologie et également formée à la MBSR. Donc MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, donc la réduction du stress à travers la pleine conscience. Oui. Et tout comme Robert, vous êtes également enseignante certifiée en PNL et coach certifié et enseignante en hypnose ericksonienne. Exactement. Et en hypnose intégrative. Alors avant de démarrer ce webinaire, j'aurais une première question à vous poser qui sera sûrement très d'actualité parce qu'on sait que de plus en plus de personnes pratiquent l'hypnose et pratiquent la méditation. D'où émerge ce besoin de spiritualité, de sens qu'on commence tous à vouloir partager. Oui, alors je crois que évidemment c'est quelque chose qui aujourd'hui est très aigu à cause de toutes les difficultés que l'on rencontre, le Covid-19, etc. Mais c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps pour l'être humain, ce besoin de sens. Et il y a un grand monsieur qui était un psychiatre qui a connu la déportation, etc., et qui disait que l'être humain a un besoin de sens. Et la méditation, l'hypnose et d'autres disciplines, comme par exemple la sophrologie, mais aussi le bouddhisme, les religions d'une façon générale, mais aussi le chamanisme pour les uns et d'autres les arts divinatoires. Enfin, en tout cas, toutes ces disciplines, c'est une recherche de sens. Et la spiritualité va dans une recherche de l'élévation de l'âme pour l'aspect religieux, puis l'élévation de l'esprit pour les laïcs. Et je crois que la méditation d'origine bouddhiste et l'hypnose, eh bien, vont dans ce sens de recherche de sens. Voilà. D'accord, ça paraît très bien. Alors pour continuer, et peut-être avant d'entamer du coup ce sujet, vous pourriez peut-être nous donner une définition de ce qu'est l'hypnose et la méditation, les similitudes, les différences et peut-être les complémentarités entre elles. Oui, tout à fait. Eh bien, il me tient à cœur de définir l'hypnose, puisque, comme vous l'avez dit, Mathieu, c'est ma spécialité. Alors, l'hypnose, c'est quoi? On entend souvent que l'hypnose, c'est un état modifié de la conscience. Mais ne sommes-nous pas finalement un petit peu tout le temps dans un état modifié de la conscience? Donc, cette définition n'a pas vraiment de sens. C'est difficile à palper. Qu'est-ce qu'il y a derrière état modifié de la conscience? Ce que l'on aime, on aime définir l'hypnose avec Robert plutôt comme un état de suggestibilité maximum, un état de suggestibilité augmentée. Ce qui voudrait dire, en fin de compte, que lorsque l'on rentre dans un état modifié de conscience, donc dans cet état de suggestibilité augmentée, on est plus suggestible. Suggestible, ça veut dire quoi? Eh bien, que l'on est plus à même de recevoir des suggestions. Et les suggestions, c'est quoi? Ce sont des graines. Donc, l'hypnose, c'est un état de réceptivité maximum augmentée. C'est le moment, c'est l'état d'esprit, c'est cet état qui permet finalement aux graines de germer, un peu à l'image d'un jardinier qui voudrait semer des graines. Il a besoin d'un terreau propice pour pouvoir semer et faire germer ces graines-là. Eh bien, l'hypnose, c'est ça, c'est un état de suggestibilité augmentée.
Voilà. Et quant à la méditation, en fait, c'est un chemin. C'est un chemin vers soi. C'est un chemin vers l'intérieur de soi. Et ce qui est intéressant dans ce chemin, c'est que c'est un chemin qui ne nous coupe pas des autres, mais au contraire qui nous rapproche des autres et qui nous rapproche de notre environnement, donc de la nature, de toutes les relations que nous pouvons établir avec les êtres vivants. Donc c'est une ouverture. Alors, c'est un état particulier, c'est un état particulier de la conscience, là aussi. Hein, Noémie vous a parlé d'un état particulier de la conscience qui était la transe. Eh bien, l'état méditatif est un état particulier d'écoute de soi. Vous savez que on reçoit tellement d'informations et on a tellement de pensées, alors des belles pensées, mais on peut aussi avoir des pensées négatives qu'à un moment donné, on ne s'entend plus. Voilà. Et on s'oublie. Il y a une sorte de cacophonie généralisée. On voit ça également lorsqu'il y a des ruminations, on voit ça lorsqu'il y a du stress. Eh bien, apprendre à la méditation, c'est ce chemin vers une paix intérieure, vers le calme, la tranquillité, la sérénité intérieure. Comme on aura l'occasion de le dire par la suite, la méditation, c'est une des voies principales du bouddhisme. Hein, pour aller vers quoi? Ben, aller vers ce qu'on pourrait appeler l'illumination. On parle aussi de nirvana dans le bouddhisme. Alors, c'est pas la seule voie hein, dans le bouddhisme qui permet d'atteindre le nirvana. Il y a également la vertu et la sagesse. Donc tout ça, ce sont des quêtes intérieures. Et nous, ce que l'on a aimé particulièrement avec Noémie, jusqu'à en faire, on aura l'occasion d'en parler, une nouvelle technique en quelque sorte, eh bien, c'est la complémentarité entre ces deux disciplines, l'une qui fait silence, la méditation, et l'autre qui va faire parole, mais une parole orientée vers le mieux-être, le bien-être, et puis aussi on aura l'occasion de développer ça à plusieurs reprises vers la modification d'agencements psychologiques néfastes, un petit peu comme un chercheur en ADN, etc., qui va enlever une petite zone d'ADN qui est défectueuse pour en rajouter une autre qui va bien, en quelque sorte, en génétique. Eh bien, avec l'hypnose, on fait un peu la même chose. On enlève, par exemple, une phobie, la peur des avions, la peur de ceci, de cela, pour aller mettre une petite greffe, voilà, une petite greffe positive. Voilà, la différence et les similitudes entre l'hypnose et puis la méditation. Et on insistera en permanence avec Noémie sur la complémentarité. Alors que, bon, ces deux disciplines, hein, l'hypnose et la méditation, qui existent depuis la nuit des temps. On a des écrits sur l'hypnose et sur la méditation qui sont millénaires. Hein, et on insistera pour ces deux disciplines qui parfois s'opposent, parfois se confondent, et bien sur une association fructueuse. Eh bien, nous, ce que nous avons fait dans notre centre de formation, puis aussi dans les formations que nous proposons chez Bibouda, eh bien, c'est un mariage heureux de la méditation et puis de l'hypnose. D'accord. Mais du coup, comment avez-vous fait pour intégrer du coup l'hypnose à la méditation à l'hypnose? Comment et pourquoi vous venez d'y répondre, mais du coup, comment? Eh bien, on fait des séances d'hypnose, évidemment, parce que c'est ce que l'on propose hein, au travers de cette plateforme Bibouda. Ce sont des formations finalement à l'hypnose, à l'auto-hypnose, etc. Eh bien, mais on s'est rendu compte lorsque l'on forme des stagiaires en présentiel ou bien comme ça au travers de nos formations, c'est que les gens très souvent oublient une étape de relaxation. Et ils cherchent très rapidement à passer de l'état de veille, comme ça, de lycée et maintenant, à une phase de travail. C'est comme s'ils étaient un petit peu trop trop impatients à rentrer dans le vif du sujet, dans la phase de travail, dans je balance en quelque sorte des graines. Mais le jardinier qui sème des graines sans avoir préparé son terrain ne pourra pas avoir un beau terrain fructueux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, on a au fil des années, au fil de ces réflexions que l'on a eues avec Robert, on s'est
on s'est dit que finalement cette phase de relaxation si importante devait peut-être se transformer en autre chose. Et on s'est dit que peut-être que la méditation pouvait nous apporter quelque chose de plus qu'une simple phase de relaxation. Et c'est là que nous avons décidé d'intégrer une étape que l'on appelle l'étape de méditation dans notre séance d'hypnose. Donc, cette étape de méditation qui fait suite au recueil d'informations, c'est-à-dire pourquoi bonjour, qu'est-ce qui vous amène? Je viens parce que je voudrais arrêter de fumer, ou je voudrais pouvoir affiner ma silhouette, ou n'importe quel symptôme. Et suite à ça, on va proposer à ce patient ou à ce client une étape, mais une étape qui va vraiment être définie, singulière et cloisonnée, une étape de méditation. Cette étape de méditation, on la connaît sous le nom en général de body scan, c'est-à-dire de scan corporel. Et on va proposer un vrai scan corporel à la personne que l'on a en face de nous, donc à notre patient ou à notre client. Ce scan corporel, on l'a pas modifié, il n'est pas particulier, mais par contre, ce qui est très nouveau, et c'est ce que l'on va vous proposer tout au long de ce webinaire, c'est vraiment l'intégration de la méditation dans une séance d'hypnose, mais de manière vraiment très claire et définie et cloisonnée. Alors, ce body scan, c'est quoi? Pour les personnes qui ne connaissent pas le body scan, il s'agit de proposer à la personne de rentrer dans son corps, en contact avec son corps dans l'ici et le maintenant. Voilà. Alors, pour ce faire, on va demander à la personne de fermer les yeux et puis d'écouter le son de notre voix. Eh bien, figurez-vous qu'avec Robert, nous avons une phrase pour ça. Une phrase qui est toujours la même et qui va déclencher finalement le body scan. Mais cette phrase, c'est pas une phrase au hasard. Cette phrase, c'est « et alors que tu es là », si je tutoie la personne, vous, si je la vous vois, peu importe, mais « et alors que tu es là » et que tu écoutes le son de ma voix. Mais cette phrase a l'air anodine, elle ne l'est pas. Et alors que tu es là, ça amène la personne à se centrer sur l'ici et le maintenant, sur le fait qu'elle est effectivement là. Ça lui évite d'avoir envie de s'échapper ailleurs ou de penser à autre chose. Et alors que tu es là, confortablement installée, ça veut dire qu'elle va, par le biais de cette phrase, prendre conscience de son corps sur le siège. Et alors que tu es là, confortablement installé, et que tu écoutes le son de ma voix. Et oui, donc toute cette phrase-là va ramener, toutes les propositions de cette phrase vont amener la personne que j'ai en face de moi à se connecter à l'ici et le maintenant et à rentrer dans son corps qui est là. Et l'objectif du body scan, ça va être ça, ça va être la conscientisation du corps, de chacune des parties du corps. Donc on commence par les pieds, confortablement installés au sol, bien ancrés, le pied droit et le pied gauche, et on va comme ça balayer le corps et mettre en lumière chaque particule du corps, chaque partie, chaque membre, comme ça progressivement. Donc les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, etc. Comme ça, et on grimpe avec une terminologie, des termes, des adjectifs qui relaxent. Tu peux peut-être prendre conscience de tes genoux, le genou droit qui se relaxe et se relâche. Et cette musicalité que l'on appelle en hypnose la prosodie, là, va renforcer finalement cette sensation d'être là dans le corps présent. On cherche pas la relaxation, on cherche à amener la personne, donc le patient ou le client, présent à ce qui est, présent à son corps. Le body scan continue comme ça jusqu'au visage, et là de la même manière, donc prendre conscience des oreilles, du nez, des yeux, des sourcils, de la bouche, de la cavité buccale, de la langue, etc. jusqu'à ce que la personne soit disponible. Mais pourquoi est-elle disponible? Parce qu'elle est complètement dans son corps. Elle est là, pleinement consciente de ce qu'elle est à cet instant présent, sans être parasitée, polluée ou sans ressentir quelconque envahissement de quelconque pensée. Elle n'est plus que, entre guillemets, et c'est déjà beaucoup, elle n'est plus que là, simplement là, présente, dans un état méditatif, puisque c'est une phase de méditation, dans un état méditatif qui va ensuite permettre la phase de travail. Donc voilà, Mathieu, pour répondre à votre question, c'est ça ce que l'on vous propose, c'est une phase de méditation dans
la séance d'hypnose. Et cette phase de méditation, ce n'est pas l'occasion pour faire de l'hypno-méditation ou de la méditation-hypnose. Non, ce n'est pas un mélange de tout. Ce sont des étapes bien définies. Et lorsque l'on est dans l'état méditatif à l'issue du body scan, eh bien, on est prêt. Le terreau émotionnel est fertile pour les graines. Voilà. Alors, comme Noémie l'a dit, elle a dit tu es là, donc tu es présent à toi-même, quoi. C'est ça le message que l'on envoie. C'est le premier message, tu es présent à toi-même. Le deuxième message, c'est que la méditation, c'est un voyage immobile. Voilà. C'est pour ça que le tu es là est intéressant. Après, nous, ce que l'on a voulu faire dans la technique que l'on a développée, c'est un mariage heureux entre les deux, comme je l'ai dit précédemment. Et dans un mariage heureux, en fait, chaque personne garde sa personnalité. Voilà. Et chaque personne ne s'oublie pas dans le couple. Voilà, le couple est peut être un révélateur de l'autre, en tout cas devrait l'être. Pour l'hypnose et la méditation, comme on les a mariés, en fait, eh bien, l'hypnose ne se perd pas dans la méditation ne se perd pas dans l'hypnose. Eh bien, vous avez les deux disciplines différentes et complémentaires qui vont intervenir avec, j'ai envie de dire, comme j'ai dit précédemment, leur personnalité. Voilà, c'est du respect en fait de ces deux disciplines, comme l'a dit Noémie, de ne pas malaxer en fait ces deux disciplines pour en former une troisième, mais les faire cohabiter, avec bonheur et respect. Voilà le mariage que nous avons opéré avec ces deux disciplines. On vous en reparlera par la suite avec les protocoles que l'on a développés pour ça. Justement, oui, avant que vous nous expliquiez justement cette nouvelle méthode, juste avant, en vous présentant également Noémie, j'avais mentionné du coup ce qu'était MBSR, donc Mindfulness Based Stress Reduction, donc la gestion du stress à travers la pleine conscience. Est-ce que vous pourriez nous en reparler un petit peu? Tu m'en parles? Alors, le MBSR, voilà, donc le MBSR en fait est né en 1979. Et là encore, c'était un mariage, en fait, le MBSR. Je vais vous parler de mariage ce soir. C'était le mariage de la culture occidentale, parce que la personne qui est à l'origine du MBSR, c'est un monsieur qui s'appelle Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn est un médecin-chercheur en biologie moléculaire. Donc, vous voyez que vraiment quelque chose de très, très occidental, et qui s'intéresse et se passionne, en fait, pour le bouddhisme. Et dans le bouddhisme, évidemment, il y a la méditation. Et on va avoir ce monsieur qui va associer, en fait, la méditation à sa culture occidentale. C'est un Américain, à sa culture occidentale pour fabriquer cette méthode de réduction du stress. Voilà. Alors, il y a plein d'autres façons d'aborder le stress, évidemment, mais il a vraiment codifié ça. Et à la suite du MBSR, un peu plus tard, il y a eu des chercheurs, et notamment un chercheur qui s'appelle Williams, qui a, lui, associé le MBSR, hein, donc la méditation, qu'on pourrait appeler au passage la méditation laïque, hein, puisque Jon Kabat-Zinn, en fait, a extrait ou a émancipé la méditation de la culture bouddhiste. Hein, il a pris cet élément-là. Et alors, Williams, lui, ce qu'il a fait, c'est l'association entre la méditation, on appelle ça le mindfulness, la méditation et les thérapies cognitivo-comportementales. Et ça a été le MBCT. Et le MBCT avait un autre objectif qui était de traiter ce que peut traiter les thérapies cognitivo-comportementales avec l'aide de la méditation et puis l'aide des TCC. Voilà, donc il y a eu deux associations et nous, depuis très très longtemps, on associe les deux à l'intérieur d'une nouvelle technique qu'on est en train de développer, mais c'est le fruit d'une longue recherche, d'une réflexion et puis du travail. Hein. Étudier ce que la méditation peut apporter à l'hypnose. Alors, ce que la méditation va apporter à l'hypnose, entre autres choses, hein, ça va être d'ouvrir l'esprit, en fait, et
d'aller vers l'accueil. La méditation, elle est accueillante. Si par exemple vous avez des pensées négatives, si vous ruminez des choses comme ça, plus vous allez vous battre contre et moins vous y arriverez. Donc l'idée, et c'est pareil pour les douleurs, etc., plus vous allez enrager contre vos pensées négatives, plus vous allez enrager contre vos douleurs, contre ce qui ne va pas, plus vous allez vous mettre en colère contre la pluie, le mauvais temps et autres, et plus ça va s'installer. Et donc nous, ce que nous pensons, mais c'est la méditation qui nous conduit à ça, c'est que dans un premier temps, il faut être acceptant, accueillant. Voilà. Et donc, je vais accueillir ce qui se passe. Évidemment, c'est une transition vers quelque chose d'autre, mais du coup, je n'aurai plus à me battre contre quelque chose, je vais être accueillant. Et c'est ça que la méditation va apporter à l'hypnose. Ça va être de réduire les résistances du sujet, puisqu'il va être en accueil par rapport aux graines dont a parlé Noémie tout à l'heure. Et l'hypnose va apporter des choses à la méditation, parce que dans la méditation, on n'a pas de message de modification de notre équation psychologique, notamment de ces petits brins néfastes dont j'ai parlé. La méditation, l'hypnose, pardon, elle va apporter à la méditation la stabilité. C'est-à-dire que la méditation va durer. Alors, il est vrai qu'on a des séquences, comme l'a très bien dit Noémie, on a des séquences d'hypnose, on a des séquences de méditation, et puis aussi on a tout un langage qui est orienté vers la méditation, et notamment le langage qui va vers la prise de conscience de soi au travers du scan corporel, mais aussi la prise de conscience de sa respiration, la prise de conscience du bien-être, de l'élévation, etc. Donc, ce sont des messages qui vont être à l'intérieur de la séance hypnotique pour former quelque chose de tout à fait complémentaire par rapport à notre hypnose de cœur, j'allais dire, mais aussi de cœur à tout point de vue, qu'est l'hypnose ericksonienne. L'hypnose ericksonienne, évidemment, a toute sa richesse et on ne l'a pas exclue de notre approche, au contraire. Elle vit à l'intérieur de tout ça. Donc, on a vraiment fait des associations sans rien renier, sans rien rejeter, en étant acceptant d'écoles qui sont différentes et parfois se côtoient sans se connaître vraiment. Voilà. D'accord. Du coup, on peut... Non. Noémie ? Non, tout est parfaitement dit, il faut le dire. Revenons-en du coup à cette nouvelle méthode. Comment s'appelle-t-elle du coup cette méthode que vous avez mise sur pied? Eh bien, tout simplement, Mindfulness-Based Hypnosis. Puisque c'est l'association donc de la méditation et puis de l'hypnose, comme il y a le MBCR, eh bien, il y a le MBH. Et voilà. Donc, c'est le Mindfulness-Based Hypnosis. Quelque part, c'est cette association des deux. Et comme je l'ai dit il y a quelques instants, on est vraiment dans une séance d'hypnose, c'est-à-dire que on reste dans une séance d'hypnose, mais on met en lumière et véritablement cette phase qui est bien plus présente et bien plus longue que la fameuse phase de relaxation, bien trop souvent, à mon sens, oubliée par les praticiens qui viennent d'ici ou de là. C'est quand même une constante. Comme je le disais, les praticiens veulent trop rapidement aller dans la phase de travail et les résultats ne sont pas au rendez-vous, ne peuvent pas être au rendez-vous. Alors donc, avec notre Mindfulness-Based Hypnosis, avec ça, il y a vraiment ce recueil d'informations classique. Ensuite, on va avec la fermeture des paupières, sur le body scan. Ce body scan qui va durer une bonne vingtaine de minutes. Hein, c'est vraiment quelque chose, une approche qui est longue et qui permet cet état méditatif pour ensuite partir sur une séance ericksonienne. Qu'est-ce qu'une séance ericksonienne? C'est une phase de travail inspirée des travaux de Milton Erickson. Voilà. Donc,
qui dit une phase de travail ericksonienne, dit que rien ne change par rapport à la façon de travailler, la problématique, c'est-à-dire le symptôme de la personne, les protocoles que nos stagiaires connaissent, que l'on apprend au centre de formation, qui sont présents dans les formations Mibouda. Tout ça ne change pas. C'est l'apport, c'est ce que l'on vous présente ce soir. C'est vraiment une modification dans la structure même de la séance d'hypnose. Donc il y a cette préparation avec la méditation qui permet la phase de travail, qui, elle, permet un réagencement intrapsychique. C'est-à-dire, c'est le moment où l'on sème des graines qui vont pouvoir s'enraciner dans un terreau émotionnel fertile qui a été fertilisé par la méditation. Alors, ce que l'on a voulu avec Noémie, en fait, c'est que cette MBH, en fait, tout comme l'hypnose, tout comme la méditation, soit inscrite dans la vie actuelle, c'est-à-dire notamment puisse être exercée au quotidien. Parce que on se rend compte que beaucoup de gens s'essaient à la méditation, à l'hypnose ou à l'auto-hypnose, et puis on s'aperçoit que, eh bien, il y a une différence de temps en fait entre la méditation qui prend du temps et puis l'hypnose qui prend du temps. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est des choses graduées pour que on puisse, par exemple, mettre en avant des techniques d'hypnose rapide. Lorsque, par exemple, au bureau, on vient de passer un mauvais moment parce qu'on s'est fait agresser verbalement par une personne où on a eu un mauvais moment tout simplement et on est en situation de stress et qu'on n'a pas le temps d'aller s'installer quelque part pour méditer pendant une demi-heure, eh bien, on a créé, on a développé, mis en avant, je dirais, des techniques de méditation rapide, 3 minutes de méditation pour se ressourcer, pour pouvoir affronter à nouveau des choses. Et puis on a développé également des techniques un petit peu plus longues, de 15, 20 minutes à peu près, et puis des séances d'hypnose, des séances de méditation, pardon, qui sont encore plus longues, plus lentes, je dirais. Donc on a fabriqué, on enseigne, on développe différentes vitesses en quelque sorte pour que ça puisse s'inscrire dans la vie de tous les jours. Hein. Donc, je parlais du bureau, mais je peux parler de la maison aussi. Hein. Une maman qui entend son bébé qui veut pas manger ou qui crie parce qu'il veut quelque chose et si on peut pas le faire ou qui veut pas s'habiller le matin pour aller à l'école, etc. Bon, ça parle aux parents. Bon, il faut garder son calme, il faut garder son sang-froid parce que plus on va s'énerver, moins ça fonctionnera. Et donc, on a ces techniques en fait rapides pour pouvoir détendre son esprit et pouvoir fonctionner dans le bien-être, le bonheur, etc. Alors, les techniques de méditation rapide, 3 minutes, en fait, il y a 3 phases, hein, une phase par minute, en quelque sorte. La première étape, en fait, ce sera toujours d'accepter ce qui se passe. Je reprends l'exemple de l'enfant parce que je parle souvent du travail, hein, donc là pour une fois je vais parler de la maison. Si votre enfant vient de crier, s'il veut pas faire quelque chose, eh bien acceptez qu'il soit en train de crier, acceptez que ça ne se passe pas comme vous aimeriez que ça se passe. Ça vous stresse, acceptez le stress qui arrive chez vous parce que c'est normal. Donc ça c'est 1 minute de prise de conscience de l'ensemble, je dirais, des émotions, des sensations, les positives comme les négatives. Voilà. Donc j'accepte. Donc du coup, je suis pas en lutte, je suis pas en combat. Voilà. La deuxième étape, ça va être une étape de respiration, où on va justement pouvoir, à partir de ce moment-là, commencer à avoir une respiration consciente. Évidemment que on respire tous, hein, comme disent, on apprend à respirer, mais je sais respirer. Donc là, c'est une respiration consciente. Je suis conscient de ma respiration. Je sens l'air qui passe par mes narines, qui sort de mes narines. Je sens mes poumons qui se gonflent et qui se dégonflent tranquillement, doucement, etc. Et puis ensuite, une connexion avec son corps, avec les différentes parties de son corps. Et là, je voudrais faire une petite anecdote qui me ramène à l'enfance, ça me ramène très très loin. Mais j'avais imaginé, lorsque j'avais 10 ans, quelque chose comme ça, que je pouvais écouter mon cœur.
Voilà. Et donc, du coup, je faisais silence et j'allais dans des endroits calmes pour essayer d'écouter mon cœur. Après, je me suis dit que je pouvais peut-être le ralentir. Oh, c'était pas pour, j'avais jamais entendu parler de méditation, hein. Mais cet exercice-là, en fait, sans le savoir, était de la relaxation, de la méditation en quelque sorte. Je n'ose pas prononcer le terme de méditation parce que on me l'avait pas appris, mais s'écouter, écouter son cœur, écouter son corps, entrer en contact avec soi. Bah, c'est ce que je faisais sans m'en rendre compte, sans savoir que très nombreuses, je n'irai pas le chiffre, mais de très nombreuses années après, et je pratiquerai ça de manière un peu plus technique, hein. Donc ça, c'était une forme de méditation. Alors, donc je vous ai dit 3 étapes. Première étape, acceptation. Deuxième étape, respiration. Troisième étape, connexion avec son corps. Après, si vous avez plus de temps, à ce moment-là, vous allez pouvoir faire ce dont Noémie vous a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le body scan, hein, se concentrer sur son corps, sur toutes les parties de son corps. Donc, je vais évidemment pas le faire en allant des pieds pour aller vers l'esprit, hein, justement vers une expansion en quelque sorte, hein, les pieds, les racines, voilà. Ensuite le tronc, et puis ensuite les branchages, et puis après la connexion avec le ciel et l'univers en quelque sorte. Et là, c'est la spiritualité. Donc c'est pour ça qu'on va de haut en bas, comme la sève, hein, qui va des racines vers les feuilles, même si après il y a quelque chose qui se passe des feuilles vers les racines. Donc on fera cette chose-là. Et en même temps, on va envoyer des messages, et notamment des messages positifs et messages simples. Alors là, par exemple, dans le 3 minutes, on va pouvoir parler de calme. Un petit peu comme dans certaines formes de méditation où c'est toujours la méditation transcendantale, par exemple, où on prononce toujours la même chose. Et bien là, on va prononcer en quelque sorte mentalement toujours le même mot, mais ce même mot, en fait, sera porté par le calme, la paix intérieure, la tranquillité, et ça détend le corps et l'esprit. Voilà. Donc, et puis, on va envoyer des messages également pour l'esprit, des messages de liberté. Voilà. Ton esprit, c'est ce qui est bien pour toi. Voilà. Et donc, voilà, des pieds vers l'esprit. Alors après, on peut aller plus loin, on peut faire des séances plus longues. Là, il y en a plein de façons différentes. Noémie peut vous parler, par exemple, d'une technique, si vous voulez bien. Oui, ça pourrait être, par exemple, la méditation de l'amour bienveillant. Voilà. C'est vrai que on peut souvent rentrer chez soi et puis se dire tiens, je me suis disputée avec telle personne, il y a eu une mauvaise relation avec comme une atmosphère désagréable. Il y a des choses parfois qui font que il y a besoin d'une méditation d'amour et de bienveillance. Alors, cette méditation peut être plus longue, elle pourrait prendre une demi-heure, elle pourrait prendre 3/4 d'heure. Il est nécessaire de commencer par s'installer convenablement quelque part, et puis de commencer par le fameux body scan. Donc, Robert en a parlé plus dans sa philosophie il y a quelques instants, c'est-à-dire on commence par les pieds, donc les racines, on laisse grimper la sève et puis on va aller vers un genre de spiritualité justement. Alors laïque évidemment, mais une spiritualité, quelque chose du don de soi par le biais de la bienveillance. Alors les paupières fermées, on commence à s'envoyer de la bienveillance à soi. Ce qui pourrait être d'ailleurs une suggestion. Si on parle d'hypnose, c'est typiquement une suggestion. Mais j'ai l'intention, je suis bienveillante envers moi-même. J'ai l'intention d'envoyer de la bienveillance. C'est une suggestion, c'est une graine. Mais on va l'utiliser plutôt dans un exercice type méditatif. Alors, une fois que le body scan a été réalisé et que l'on est confortablement installé dans cet état méditatif, on s'envoie de la bienveillance et on s'envoie de l'amour, mais au travers les canaux sensoriels. C'est-à-dire, je vois les choses, j'entends les choses, je ressens les choses, je les sens. Et puis, je peux même goûter les choses. Donc, quand je dis je m'envoie de l'amour et je suis bienveillante envers moi-même, je ressens ça au travers mes canaux sensoriels. C'est pas
juste une idée. Et une fois que je me suis envoyé cet amour et cette bienveillance, alors à ce moment-là, je vais pouvoir l'envoyer à un être cher, quelqu'un que j'aime vraiment, peut-être ma fille, peut-être mon mari, quelqu'un qui est vraiment un être véritablement cher pour moi. Et je le vois, et je fais passer cet amour, cette bienveillance au travers les canaux sensoriels, et je le lui adresse, je lui parle directement. Donc je m'adresse à ma petite fille et je lui dis à quel point je l'aime, à quel point elle est importante pour moi. Et ensuite je vais faire ça, mais avec quelqu'un que j'apprécie et que je respecte. Donc je voyage dans le temps et dans l'espace en imagination, hein, et puis je vais rendre visite à quelqu'un que j'apprécie et je vais lui envoyer de la bienveillance. Je fais un vœu de bienveillance, un vœu de bonté vis-à-vis de cette personne. Je fais passer tout ça au travers des canaux sensoriels. Donc, qu'est-ce qu'il y a au niveau du V, la vue, le A, le l'ouïe, le K, le toucher, le O, c'est l'odorat, le G, c'est le goût, c'est ce qu'on appelle nos cinq sens, évidemment. Donc, je fais passer l'expérience et il faut que ce soit du ressenti, il faut que ce soit du corporel, faut que mes sens ressentent cet amour que j'envoie. Donc, je l'envoie, troisième étape, à une personne que je connais, que j'aime bien, que je respecte. Et ensuite, je vais faire pareil, je vais envoyer cet amour, cette bienveillance à une personne que je connais, mais moi, une connaissance, je dirais, pour ensuite arriver à la personne avec qui je suis en mauvais terme, ou avec qui je me suis disputée, ou alors cette personne que je n'aime pas. Je lui envoie de la bienveillance, je lui envoie quelque chose de positif, et parce que je me serais entraînée au préalable avec des personnes qui me tiennent à cœur, avec d'autres personnes que je connais, que je respecte, etc., à ce moment-là, j'arrive avec un état d'esprit totalement propice à envoyer quelque chose de positif, bon, que l'on appelle de la bienveillance, évidemment, mais cela va permettre de me permettre de me sentir bien, va changer mon attitude probablement vis-à-vis de cette personne. C'est un don de soi généreux, quelque chose qui se passe d'ailleurs de définition. Et cet exercice méditatif finalement inclut ce qu'on appelle en hypnose des suggestions, et ça fait un bien inimaginable. Cet exercice-là dure une demi-heure. On peut aisément imaginer qu'il dure plus longtemps parce qu'on pourrait très bien aller plus loin et puis envoyer son amour à l'humanité et pourquoi pas à plus grand encore. Voilà. Ça, c'est un bel exercice. Une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est quelque chose que l'on pourrait faire une fois par semaine et ça fait le plus grand bien à tout le monde. Ça permet d'avoir de bonnes relations. J'aime beaucoup cette association amour bienveillant, quoi. Et ça me rappelle une petite histoire. C'est une personne que j'ai rencontrée il y a très peu de temps et sur son chemin, il y avait une coccinelle. Alors évidemment, elle l'a évité, mais elle a fait mieux que ça. Elle a pris un petit morceau de bois et avec délicatesse, elle a mis la coccinelle à l'abri. Parce que c'est vrai qu'elle avait évité la coccinelle, mais si elle l'avait laissée là, peut-être que quelqu'un d'autre qui ne l'aurait pas vue aurait pu marcher dessus. Et c'est cet amour bienveillant, en quelque sorte, c'est vrai envers soi-même, envers les autres, mais aussi envers la nature. Et tous les gens qui aiment la nature comme nous savent à quel point eh bien il faut la respecter, mais c'est pas seulement la respecter, c'est l'aimer en fait. Hein. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai parlé de chamanisme, etc. C'est cette relation à la nature, ce dialogue avec la nature. Alors, chacun utilisera sa manière, hein, ça me va, mais j'aime bien cette idée d'amour bienveillant. J'avais une petite question de curiosité concernant du coup cette méthode que vous avez conçue, MBH. Est-ce que pour la pratiquer, que ce soit 3, 15 ou 30 minutes ou voire plus si on le souhaite, est-ce qu'il y a un environnement particulier propice? Est-ce qu'il y a une position? Est-ce qu'il faut mettre assis, allongé? Par exemple, je suis au travail ou je sais pas, mon colocataire m'a accroché un petit peu. J'ai minutes devant moi pour essayer de retrouver un certain calme. Est-ce que je peux m'asseoir sur la chaise? Est-ce qu'il est préférable de s'allonger par terre? Est-ce que je peux rester debout pour le faire? Est-ce que vous auriez une recommandation pour ça? Alors, ce qui me semble important, d'abord merci pour cette question parce qu'elle est vraiment centrale en fait. Hein. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que les gens peuvent, tout le monde, chacun, puisse faire une utilisation quotidienne de tout ça. Et s'il faut être dans un lieu particulier,
avec une posture particulière, etc., c'est pas simple. Et c'est vrai que, par exemple, dans la méditation, la position du lotus, qui est certainement la position idéale pour méditer, mais ô combien compliquée pour les gens qui manquent un peu de souplesse, ou pour certaines personnes âgées, ou pour plein de gens, en fait. Hein. Voilà. Nous, ce qu'on a voulu, c'est développer quelque chose que l'on puisse faire partout, au bureau, allongé, debout, etc. Alors, pour faire cette technique, il y a quand même des choses qui sont intéressantes, utiles. C'est par exemple la respiration. Donc, c'est vrai qu'il faut se tenir bien droit pour bien respirer, mais on peut être tout à fait assis ou même debout pour faire cette chose-là. Mais si je suis assis, j'aurai plutôt un siège dans lequel je ne vais pas m'enfoncer, voilà, comme ça, parce qu'à ce moment-là, je vais tasser mes poumons. Non, un siège où je peux me redresser, me tenir bien droit. Il faut que la colonne vertébrale aussi soit bien alignée, voilà, pour comme si on voulait qu'elle se tienne toute seule, en quelque sorte, voilà. Et puis après, on peut méditer de cette manière-là. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Sinon, on ne l'utilisera pas s'il faut un environnement particulier. Méditer, la technique que l'on a développée, en fait, qui va être, comme on l'a dit, de la méditation associée à de l'hypnose, il faut qu'on puisse pratiquer ça tout le temps, facilement. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque j'étais un enfant de 10 ans, j'avais jamais entendu parler de méditation et je la pratiquais et je faisais de la respiration pour écouter mon cœur, certes, mais je faisais une respiration consciente, calme et tranquille. Il m'est arrivé aussi, lorsqu'il faisait beau, de regarder, j'avais écrit d'ailleurs dans la formation sur l'auto-hypnose, j'ai raconté une histoire de gouttes d'eau. Et j'avais passé, je me souviens encore, un temps incroyable à regarder une goutte, vous savez, de la rosée du matin. Voilà, cette petite goutte d'eau sur un brin d'herbe avec le soleil qui vient la traverser et qui donne une transparence aussi au brin d'herbe. C'est juste magnifique, etc. Et on peut traverser son jardin sans voir ça, mais on peut aussi s'asseoir et regarder tranquillement pendant quelques minutes tout ça. Donc voilà, la méditation, l'hypnose et la technique qu'on a développée, la MBH, eh bien, c'est à pratiquer tous les jours, très peu de temps, beaucoup de temps, comme on veut, dans toutes les conditions. Juste, il faut pouvoir respirer et être conscient de sa respiration et être bien aligné. À la différence de l'hypnose que l'on enseigne, où vraiment le fait d'être assis, confortablement certes, mais assis est fondamental. Parce que dans l'hypnose que l'on enseigne, c'est une hypnose où la personne, notre interlocuteur, le patient, le client, est acteur de son changement. C'est lui qui va se connecter à son inconscient, réservoir de ressources naturelles et faire des réagencements intrapsychiques. Mais il est vraiment acteur de cela et lorsqu'il s'assied, à ce moment-là, il envoie un message à son inconscient. Et c'est d'ailleurs un message inconscient qu'il envoie à son inconscient. C'est « je suis tonique, je suis là et je ne suis pas passif de mon changement ». Parce que si je m'allonge, à ce moment-là, je suis passif de mon changement, c'est je laisse les choses se faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je laisse le thérapeute faire le travail. C'est très différent. Alors que comme Robert vient de le dire très justement, là ce qui est important dans cette nouvelle approche que l'on vous propose, c'est vraiment du pratique, c'est du tout de suite lorsque j'ai 3 minutes, 15 minutes, 30 minutes, c'est la seule chose effectivement, c'est le fait de pouvoir bien respirer confortablement. L'idée également, et ça on va en parler un petit peu maintenant, c'est aussi de modifier ses émotions et de modifier la chimie de son cerveau. Lorsque vous êtes soumis à un stress, lorsque vous êtes soumis à des pensées négatives, etc., ben vous allez produire l'hormone du stress, le neurotransmetteur du stress, c'est-à-dire l'adrénaline, et votre corps va baigner d'adrénaline. L'adrénaline, c'est une substance merveilleuse parce que sans elle, on ne peut pas vivre. Hein. Le cœur, il a des récepteurs d'adrénaline, on appelle ça les récepteurs bêta. C'est indispensable, mais quand il y en a trop, c'est un polluant. Il y a aussi le cortisol, etc. Et la méditation, donc la tranquillité, la paix intérieure, va entraîner au niveau du cerveau la production d'une substance qui s'appelle la sérotonine. La sérotonine, c'est
le neurotransmetteur de la tranquillité, de la sérénité. Et donc contrecarrer en quelque sorte l'adrénaline et le cortisol. Et il y a également d'autres substances qui vont intervenir, et notamment dans l'hypnose. Dans l'hypnose, on va pouvoir, avec des images que l'on va s'envoyer, ça va être ça la différence avec la méditation. Avec l'hypnose, on va pouvoir envoyer des images de joie, de bonheur, et là, on va avoir production dans le cerveau de dopamine. Et la dopamine, c'est l'hormone, le neurotransmetteur de la joie et du bonheur. Voilà. Quand vous êtes heureux, voilà, vous produisez de la dopamine. Alors, il y a d'autres substances qui vont être activées lors de ces séances. Et c'est en connaissance de tout ça que l'on a construit notre méthode. Et notamment, par exemple, si la joie, elle est rattachée, par exemple, à la vue d'un enfant, à l'amour d'un enfant, eh bien, vous allez avoir dans votre corps, dans votre cerveau, eh bien, la circulation d'ocytocine. L'ocytocine, on dit que c'est le neurotransmetteur de l'amour. Et puis d'autres neurotransmetteurs, bien sûr, comme la dopamine, qui explique notamment pourquoi une vieille dame qui a un petit peu mal partout à cause de ses rhumatismes, etc., lorsqu'elle voit ses enfants, elle oublie ses douleurs et d'un seul coup est capable de se lever à la surprise générale pour aller chercher des gâteaux dans un placard, alors qu'auparavant, elle avait du mal à marcher, tout simplement parce que elle est dopée en quelque sorte, mais par des substances naturelles, voilà, produites par elle-même et régulées aussi par elle-même. Eh bien, tout ça, aujourd'hui, puisque dans ce que tu as parlé tout à l'heure, Mathieu, de ce que j'enseigne également les neurosciences, donc dans le centre. Eh bien, ça nourrit en fait nos réflexions par rapport à cette discipline qu'on appelle le MBH. Ça nourrit nos réflexions pour orienter en fait notre discours, orienter notre travail d'un point de vue, je dirais, neurosciences. Voilà. Et ça, maintenant, on sait faire. Alors, on a toujours su faire, mais avant, on le faisait de manière aléatoire. Là, on va le faire de manière stratégique. Par exemple, si vous n'avez pas trop le moral et que vous allez voir un bon film au cinéma qui fait rire, eh bien, c'est une stratégie gagnante, en fait, pour produire de la dopamine. Voilà. Mais bon, on fait ça pour changer les idées. Comme on dit, ben nous, ce film-là, on va l'envoyer dans l'esprit, ça va être une vidéo mentale. Et évidemment, tout ça est dit, que ce soit dans le centre d'ailleurs, c'est un centre que nous, on est fan parce que ça nous permet de faire un beau travail de recherche, d'amélioration, de travail avec les stagiaires, avec les autres membres de l'équipe, etc., pour avancer sur le chemin de la découverte et d'amélioration constante des techniques. D'accord. En espérant ne pas me répéter, justement pour cette méthode que vous avez conçue, pour être sûr justement de ne pas avoir de pensées négatives. Est-ce que par exemple, je peux me permettre justement de faire ce body scan pour être sûr de me concentrer sur une partie de mon corps et être bien focus? Est-ce que vous auriez d'autres peut-être astuces pour être sûr que voilà, quand je me concentre, je rumine pas mes pensées de la veille ou mes pensées négatives, ou qu'au final je finisse par me concentrer négativement sur mon patron qui m'a embêté toute l'après-midi, au lieu de finir par me dire bon bah voilà, je le laisse de côté, tout va bien et on va régler ça après. Est-ce qu'il y aurait des astuces? Ben oui, vous avez tout à fait raison, Mathieu. Effectivement, l'idée, ça va être de revenir au souffle, de revenir à la respiration. On peut pas réussir à éradiquer, chasser des pensées négatives, c'est-à-dire un gros nuage noir, si on ne s'est pas entraîné avant à revenir à la respiration. Donc, il est vraiment nécessaire, au jour le jour, et ça peut, l'approche que l'on vous propose pourrait commencer par ça, tout simplement, dès la fin de ce webinaire, se dire, bah, tiens, à chaque fois que que je prends conscience d'une pensée qui n'a pas lieu d'être là, qui n'est ni négative, ni positive, une pensée neutre, mais qui n'a rien à faire là, eh bien, je vais la chasser, je vais m'entraîner à la chasser, mais de manière élégante et dans l'acceptation, parce qu'en fait, je prends conscience de cette pensée qui n'a rien à faire là, et je reviens à ma respiration, je reviens au souffle, pas au souffle, au souffle. J'inspire et j'expire et je rentre dans ma respiration. Ce faisant,
la pensée s'en va. Et lorsque l'on a pris l'habitude de faire cela, alors à ce moment-là, on peut s'attaquer, entre guillemets, à des nuages noirs. Mais vouloir éradiquer, chasser des pensées négatives comme ça du jour au lendemain, ça va être trop périlleux. Alors, revenir au souffle, décidément, c'est la soupe qui vient. Revenir au souffle, c'est une chose qui est d'ailleurs assez connue, mais on pourrait peut-être aussi imaginer à chaque fois que vous avez une pensée comme ça qui vient et que vous avez envie de vous entraîner à revenir à l'ici et le maintenant, à la présence du corps, être centré, alors vous pourriez peut-être bouger vos doigts de pied. En bougeant les doigts de pied, vous êtes dans l'instant. Je sais pas, peut-être pourriez-vous le faire, Mathieu, maintenant. Et alors, donc, du coup, on est centré sur la sensation, n'est-ce pas? Comment se touche-t-il? Qu'est-ce que ça génère comme sensation? Est-ce qu'il y a plutôt une sensation de fraîcheur, de chaleur, etc. Et donc, ça recentre. Et donc, c'est une bonne, peut-être plus que de revenir au souffle qui finalement est peut-être un peu, je dirais, et à tort d'aller vulgariser, c'est-à-dire bon, c'est toujours revenir au souffle, j'inspire, j'expire, mais ça c'est peut-être une expérience un peu nouvelle de se dire tiens, je vais bouger les orteils, voir ce que ça donne, et ça permet comme ça de prendre conscience je prends conscience d'une pensée qui vient, je ne la désire pas, je ne la refoule pas, je ne la chasse pas brutalement, mais simplement je décide, donc je l'ai vu, j'ai pris conscience, je l'accepte, mais je ne cherche pas à rentrer dans cette pensée qui va faire boule de neige et va m'amener d'autres pensées amènent d'autres pensées. Alors moi je bouge les orteils et hop, voilà, ça passe. Et ça, c'est un bon entraînement pour ensuite aller plus loin dans la notion de chasser quelque chose qui pourrait être envahissant. Donc, comme l'a dit Noémie, le souffle, c'est vraiment très important dans la méditation. Alors, il y a d'autres disciplines qui s'intéressent au souffle et notamment la cohérence cardiaque. Hein. Alors, on n'en a pas parlé parce que c'est pas le thème, hein, mais dans la cohérence cardiaque, en fait, on travaille sur le souffle puisque le cœur est très riche, lui aussi, en neurones, alors infiniment moins que le cerveau, évidemment, mais il y en a quand même plusieurs dizaines de milliers de neurones. Et le fait d'agir au niveau de la respiration, une respiration qui a un certain rythme, etc., un certain nombre de respirations par minute, eh bien, ça va entraîner un cœur qui va battre plus calme. Nous, on dit en hypnose ou en méditation accompagnée, ton cœur bat calme et fort. Voilà. Donc, la puissance du cœur, plutôt que de battre comme dans le stress, vite et de façon incomplète, là, il bat calme et fort. D'accord. Vous avez beaucoup parlé de souffle et de respiration, mais on va faire une toute petite parenthèse là-dessus. Je pense que vous savez comment inspirer et expirer correctement. Est-ce que, du coup, pour se mettre dans cet état de MBH, de hypnoméditation, est-ce qu'il est préférable de faire tout avec la bouche, avec le nez? Est-ce que vous auriez peut-être, encore une fois, une petite astuce rapide pour certaines personnes qui ne savent peut-être pas encore comment bien respirer pour se mettre dans ces états? Est-ce que Alors, vous auriez... oui. Idéalement, il faut respirer par le nez parce que l'air qui rentre par le nez va être réchauffé dans le nez et va arriver au poumon un peu plus chaud, alors que si ça rentre par la bouche, c'est trop direct en quelque sorte. Et puis on sent les narines en fait qui accompagnent le mouvement. La respiration nasale est préférable. D'accord. Et on expire par le nez, par la bouche? Par le nez, c'est mieux. D'accord. Voilà. Parfait. D'accord. Eh bien, écoutez, je voulais également profiter de votre présence à deux pour faire une autre fois la promotion de votre formation auto-hypnose, qui actuellement est au prix de 86 € au lieu de 144, et ce seulement jusqu'à ce dimanche fin de semaine. Est-ce que vous pourriez nous en dire peut-être 2-3 mots en plus sur cette magnifique formation que vous avez faite du coup avec Bibouda? Oui. Vous voyez, on l'aime tellement notre formation que notre bouche s'ouvre à tous les deux. Eh bien, nous sommes tous les deux très très différents et en même temps complémentaires. C'est comme si nous étions Robert était de la méditation et moi l'hypnose. Vous voyez, voilà pourquoi on marie les deux disciplines. Mais de la même manière, nous avons
des façons de communiquer très très différents l'un et l'autre. Et cette formation à l'auto-hypnose est très particulière et à mon sens très intéressante parce qu'elle va s'adresser à plusieurs profils différents. C'est-à-dire aux personnes qui ont tendance à se faire des images mentales et être très happées par leur imagerie mentale. Lorsque si je dis par exemple, ça me fait penser à cette balade que l'on a fait cet été lorsque nous étions à la montagne. Je suis sûre que Robert va imaginer la montagne, cette balade, et il va y avoir donc tous les canaux sensoriels vont être sollicités, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût. Voilà, et il va faire passer mes mots simplement au travers ces canaux sensoriels, donc les 5 sens, et il va y avoir tout de suite une image mentale, mais bien plus que ça, il va y avoir un film. Et ce film va attirer complètement l'attention de Robert. Alors que moi, lorsque je dis, ça me rappelle cet été, on s'est baladé à la montagne, etc. Ça ne fait que du son. J'ai probablement une image à l'intérieur de moi, mais j'ai difficilement accès à cette image. Eh bien, c'est parce que nous avons des façons de fonctionner différentes que l'on décrit et que l'on étaye vraiment dans notre formation à l'auto-hypnose, et on va s'adapter à des profils comme le mien, c'est-à-dire ce qu'on appelle des profils plus branchés oreille, et on va s'adresser aussi à des profils plus branchés ressenti, émotion, sensation, c'est-à-dire ce qu'est Robert. Donc, on a fait cette formation-là, qui est une formation très riche, en tout cas, et je laisserai la parole à Robert après, qui va compléter très probablement, mais en tout cas, moi, ce qui me tient à cœur dans cette formation, c'est qu'elle s'adresse à tous les profils, parce que très souvent, ce que l'on entend, c'est ben moi j'ai essayé l'auto-hypnose, mais j'y arrive pas. Ben pourquoi tu n'y arrives pas? Ben parce que voilà, j'ai suivi la méthode et puis ça marche pas. Ben oui, ça marche pas. Cette méthode ne fonctionne pas pour toi compte tenu de tes préférences sensorielles. Si c'est un kinesthésique qui a donc quelqu'un qui est dans le ressenti, dans les sensations, dans le mouvement, dans le feeling, qui a rédigé la méthode, et que c'est quelqu'un qui va être très branché oreille. Quand je dis ça, ça veut dire qui a une mémoire auditive, qui aime les sons, qui aime les paroles de chansons, qui se souvient de tout ce qui est dit, qui a donc une mémoire auditive. Le protocole ne fonctionnera pas. Donc c'est ça qui est, à mon sens, très intéressant dans cette formation. Je suis persuadée que Robert pourra compléter et enrichir ce que j'en pense. Alors, cette formation, en fait, comme Noémie l'a dit, elle va intéresser tout le monde, puisqu'on a travaillé sur les différents canaux sensoriels. Mais ce qui nous a semblé important aussi, c'est que ce ne soit pas une formation sur l'auto-hypnose, mais une formation d'auto-hypnose. C'est-à-dire que vraiment, les gens vont apprendre la technique. Et on a vraiment tout détaillé point par point, etc., pour que les gens puissent avancer progressivement, marche par marche, etc., ou pas à pas sur le chemin de l'auto-hypnose, avec une stratégie. C'est-à-dire que c'est pas se mettre en auto-hypnose, c'est qu'est-ce que je veux en faire, quoi. Quelle est l'utilisation que je veux faire de l'auto-hypnose pour aller dans le sens du mieux-être, du bien-être, de l'épanouissement, du bonheur, etc. Pour les sportifs, ça va être de la performance ou des choses comme ça. Quels sont les messages que je veux m'envoyer? Donc là, on va retrouver, j'ai envie de dire, notre côté enseignant, pédagogique, didactique, et puis aussi l'envie que l'on a que chaque personne, en intégrant les outils, devienne autonome, voilà, et puisse d'elle-même pratiquer, voilà, et puis d'elle-même être créative et imaginative, parce qu'on va leur donner des outils d'imagination, de créativité. Donc ça va être ça. C'est ça. Il y a vraiment une qui va être vraiment important. Il y a une méthode aussi, c'est-à-dire que ce que dit Robert est très très juste, c'est que on propose pas des scripts, et qu'une fois que la personne a utilisé le script, ben s'il n'y a pas un script sur j'ai envie d'affiner ma silhouette, ben j'affine pas ma silhouette. Si ben il va y avoir des scripts, oui, il y en a. Il y a bonne, il y a beaucoup de scripts, et il y a aussi 2 méthodes différentes qui vont vous permettre de créer vos propres scripts. Et ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant, parce que
bon, ben, on a dans les scripts des choses assez classiques, justement, le fait de s'affiner, de gérer son stress, le tabac. Bon, ce sont des scripts classiques, mais vous avez dans cette formation, enfin, la possibilité de créer votre propre script en fonction de vos mots, de vos sensations, de vos images mentales, de ce que vous êtes. Et ça me semble aussi une richesse supplémentaire. Et puis quand on construit la formation, on pense à vous. Et on vous imagine en train de le faire. Et on imagine des difficultés éventuellement que vous pourriez rencontrer pour les anticiper. Donc on est toujours dans se mettre à la place de nos stagiaires pour le centre présentiel ou des gens qui font l'acquisition de nos formations, se mettre à leur place pour qu'ils puissent découvrir, utiliser, et ça nous passionne. La discipline nous passionne, hein, la discipline, je veux dire l'hypnose, la méditation, tout ça nous passionne, mais la transmission, ça nous passionne vraiment. Notre plus grand bonheur, et on en reçoit beaucoup, c'est lorsque quelqu'un nous dit waouh, j'ai pu faire telle ou telle chose. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, si c'est Noémie qui reçoit le mail, le message, elle me le montre, je suis heureux. Et si c'est moi qui le reçois, je le montre à Noémie et elle est heureuse parce qu'on a atteint notre objectif, c'est-à-dire que quelqu'un a pu s'approprier notre technique et en faire quelque chose pour lui-même et par lui-même. Voilà, c'est ça, c'est l'autonomie. Et puis trouver les recettes pour grandir par soi-même. On a déjà eu de très très beaux retours du coup sur cette formation en ligne. Super, merci. Est-ce que vous souhaitez peut-être qu'on passe aux questions-réponses maintenant pour nos auditeurs? Est-ce que vous voulez peut-être conclure sur quelque chose ou on voit ça? Bien sûr, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Dans ce cas-là, n'hésitez pas du coup à poser vos questions pour que Robert et Noémie puissent y répondre. J'ai vu également que certaines personnes demandaient s'il y allait avoir un replay. Oui, il y en aura un demain qui sera posté sur le site Bibouda et sur la chaîne YouTube. Ne vous inquiétez pas. Alors du coup, pour commencer les questions, j'en avais déjà noté quelques-unes. J'avais Valérie qui me demandait du coup, par rapport à cette méthode que vous avez que vous avez conçue, est-ce qu'elle serait aussi adéquate pour les enfants? Elle mentionnait en l'occurrence son enfant qui avait l'air un petit peu turbulent. Est-ce que méthode pourrait avoir du coup un impact positif? Est-ce qu'un enfant peut se concentrer pour faire ça? Oui. Je réponds? Oui. La méditation pour les enfants, c'est juste formidable. Hein. La première chose qu'on doit faire lorsque, par exemple, un enfant est en colère, c'est qu'il ait conscience de sa colère. Tu es en colère, voilà, parce que quelque chose ne se passe pas comme tu veux. Tout comme lorsqu'un enfant se fait mal, il faut pas lui dire c'est rien, tu n'as pas mal. Non. Tu as mal parce que tu es tombé. Donc ça veut dire valider en fait l'émotion et ensuite lui apprendre en fait à travailler son émotion, sa colère ou différentes choses, hein, comme un enfant qui est hyperactif, etc. Lui faire prendre conscience de ça. Il y a un travail aussi chez l'adulte à avoir d'acceptation. Voilà, c'est normal que les enfants piquent des colères. Voilà. Les adultes le font bien. Donc les enfants, ils ont le droit. Sont des personnes aussi entières. Voilà, c'est pas des petites personnes, ce sont des personnes entières. Et donc leur faire prendre conscience de tout ça. Et puis pour notre fille, on a une fille qui a presque 4 ans, qui évidemment 4 ans, c'est une très grande fille. On lui apprend à respirer tranquillement, de prendre conscience de sa respiration et lorsqu'elle est en colère, parce qu'elle a des raisons de l'être, hein, on lui apprend à calmer sa colère, à respirer tranquillement, etc. Donc oui, c'est juste formidable pour les enfants qui ne savent pas encore maîtriser tout ça, mais remarquez bien que les adultes, ils ne savent pas souvent non plus maîtriser tout ça. En tout cas, avec 2 coachs comme vous, votre enfant, elle va savoir bien gérer ses émotions, ça doit être pour sûr. On espère que tout ça va continuer dans le bon sens. C'est ce qu'il faut pour ça, en tout cas. On met toutes les chances de notre côté, comme on dit. Et du sien. Alors, on continue les questions. Alors, certaines questions avaient été posées en début de webinaire, donc il y en a certaines auxquelles je vous les poserai pas parce que ça a été déjà répondu. D'accord. Je pense que ça, c'est une question qui peut parler à pas mal de personnes. On a Colette qui demande, s'il vous plaît, comment formuler au cerveau « je veux rester mince, je ne veux plus manger
Alors, je ne veux manger que ce dont j'ai besoin et pas plus pour ne pas prendre de poids. Comment communiquer ça au cerveau? Ah, alors là, ça, Colette, c'est ma spécialité. Alors là, ça, j'en parle dès que je peux. Mais alors, Colette, avez-vous 1 heure devant vous? La question que je me pose. Parce que quand on me branche là-dessus, ça prend du temps. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, justement, fonctionne avec des images mentales. C'est le cerveau, pour simplifier, hein, parce que tout ça part des études menées par Paul Václavic de l'école de Palo Alto. Il dit que l'hémisphère droit entend mais ne comprend pas la négation. Il est incapable de se représenter l'absence de quelque chose, l'absence d'un événement, le non, nulle part, personne, il en est incapable. Et de ce fait, eh bien, il y a beaucoup de tournures. Par exemple, en ce moment, je pense avec le masque, beaucoup de personnes disent j'étouffe, j'étouffe, j'étouffe. Ben, j'étouffe, effectivement, on se fait une représentation mentale de soi en train d'étouffer. Je ne respire pas bien. C'est beaucoup plus efficace. Je ne respire pas bien. Pourquoi? Bah parce que le ne pas ne sont pas entendus par le cerveau qui va se faire une image mentale avec le je ne respire pas bien. Donc le ne pas n'existe plus et on n'a plus que respire bien. Voilà. Et c'est beaucoup plus efficace. Voilà, Colette, la réponse. Donc, du coup, la phrase, la bonne suggestion peut comporter un ne pas, donc l'adverbe ne plus un mot de négation, pas ou plus, pourvu qu'il mette en exergue ce que vous voulez vraiment. C'est-à-dire la question à vous poser, Colette, c'est qu'est-ce que je veux vraiment par rapport à ma silhouette, par rapport à mon allure, par rapport à mon poids. Donc, je ne veux plus, je ne sais pas quoi. Non, c'est qu'est-ce que je veux, et vous mettez en exergue le mot qui correspond à votre objectif. Je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas utiliser le ne pas. Il peut servir ce que vous voulez vraiment. Hein. Je ne respire pas bien, le ne pas y est, mais on entend respire bien. Vous voyez, voilà. Donc après c'est un travail très précis. Faut voir exactement ce dont elle a envie. Mais en tout cas, ma silhouette s'affine de jour en jour, de plus en plus. Hein. C'est un peu ça aussi qu'il y a dans notre formation auto-hypnose. Il y a un script. Je me souviens du script que j'avais rédigé sur la silhouette qui s'affine et la répétition un petit peu à la méthode Émile Coué, c'est de plus en plus et de mieux en mieux. Donc jour après jour, je vois que ma silhouette s'affine de plus en plus et de mieux en mieux. Je prends de plus en plus plaisir à me trouver jolie, à sentir que mon corps, pareil, de la sensation du corps, hein, mon corps est de plus en plus agréable. Je me sens de mieux en mieux dans mon corps et plus je me sens confortable dans mon corps et plus je perçois que progressivement mon corps s'affine, je m'affine et je m'incie de plus en plus, de mieux en mieux. Voilà, c'est ce genre de phrase qui fonctionne vraiment bien pour l'inconscient. Voilà. On peut aussi ajouter des émotions positives comme j'apprécie, j'apprécie une nourriture de qualité et mon corps apprécie une nourriture de qualité. Tous mes organes sont heureux de recevoir les aliments qui sont utiles pour lui. Et là, on peut utiliser aussi un mot négatif, mais là, ça va pouvoir prendre le contre-pied. Mes organes sont malheureux lorsque je leur donne une mauvaise nourriture. Voilà. Et parce qu'il y a malheureux et mauvaise nourriture. Et ils sont heureux, voilà, lorsque ils reçoivent une nourriture de qualité. Et du coup, alors ça, c'est une autoprogrammation, d'où le mot de auto-hypnose. Et même si une séance d'hypnose plusieurs peuvent être intéressantes, l'auto-hypnose vient toujours, nous, c'est ce qu'on enseigne dans notre centre. Systématiquement, nous formons les futurs hypnopraticiens à enseigner l'auto-hypnose à leurs patients, de telle sorte qu'ils puissent être autonomes et compléter la séance qui est faite en cabinet, qu'en séance il y a. Donc, hypnose et auto-hypnose. Alors, pour continuer, on a Sylvie. On a des liés à une personne, comment peut-on lui envoyer de la bienveillance, justement? Est-ce qu'il y aurait une façon de faire? Eh bien, par le biais de la méditation d'amour et de bienveillance évoquée tout à l'heure.
On peut comme ça se mettre. C'est pareil, hein, le cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est imaginé et réellement vécu. Surtout quand on se met dans cet état soit méditatif, soit par le biais d'un de ces moyens dans cet état de suggestibilité augmentée. Donc, évidemment, en hypnose, quoi. Eh bien, à ce moment-là, on est tout à fait à même de visualiser des choses que l'on veut voir advenir. Hein, donc, je m'imagine en train de, et c'est comme ça que les sportifs font. Quand les sportifs se blessent, eh bien, ils font de la visualisation mentale, ils se voient en train de continuer à exercer leur discipline, et ce faisant, les muscles pensent que ça fonctionne toujours parce que le cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est imaginé et réellement vécu. Alors, si cette dame s'imagine en train d'envoyer de la bienveillance à une personne en particulier, s'imagine en train de dire quelque chose, d'avoir un dialogue, c'est pareil, ça fonctionne comme ça aussi pour les techniques de réparation. C'est-à-dire que on va rendre visite à quelqu'un et on va lui dire ce qu'on a sur le cœur en imagination. Dans cet état, encore une fois, soit méditatif ou dans l'état de suggestibilité augmentée. Finalement, ce sont des états propices à, faire ce genre de choses, à faire des visualisations mentales, sauf que dans l'état méditatif, on ne peut pas semer des graines, c'est-à-dire les suggestions ne vont pas pouvoir s'enraciner. Mais si vous êtes dans cet état-là, après, vous pouvez bénéficier de cet état pour y glisser justement des suggestions qui vont avoir un impact. Donc, on peut visualiser un envoi d'amour et de bienveillance qui peut d'ailleurs avoir une couleur particulière, tout est possible à partir du moment où il y a une réelle intention et puis un vrai investissement, c'est-à-dire je m'installe et je fais véritablement une séance avec cette intention par rapport à cette personne ou ce contexte particulier. Oui, le mot intention est vraiment très très important et l'amour bienveillant, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Voilà. Et donc ça se travaille, comme on l'a vu tout à l'heure avec la séance dont Noémie a parlé. Voilà. Alors que très très souvent, les gens, ils font l'inverse. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un même a été réellement méchant envers eux, eh bien, ils ont une intention malveillante vis-à-vis de cette personne, ils la voient de façon négative, et parfois on s'aperçoit que lorsqu'on rencontre les gens et qu'on discute avec eux, eh bien que ça nous permet de renouer des contacts, etc. Alors que lorsqu'on les imagine, parce qu'ils nous ont fait quelque chose de pas bien, on les imagine négativement. Donc, je crois on a également Denis qui nous fait un petit clin d'œil en disant finalement, en pédalant en vélo, en gravissant le Galibier, je fais de la MBH, je scanne, je respire, je suis bienveillant sur l'effort. Exactement. En fait, vous savez, moi je dis souvent, on n'invente rien en fait. Hein. On fait que de l'assemblage et donc il y a des tas de gens qui font tout ça naturellement. Et simplement pour l'enseigner, il faut le structurer, l'organiser. Mais oui, de toute façon, faire du vélo, c'est vrai que c'est. Et puis regarder autour de soi. Évidemment, si on ne se souvient que du guidon, hein, mais la nature, quand on fait du vélo à la montagne, c'est bien aussi enfin c'est bien. Parce qu'on ne fait pas de compétition, de regarder toutes les belles choses qu'il y a autour, et puis des fois descendre du vélo, et puis admirer la beauté du paysage. Et être contemplatif. Le côté contemplatif, c'est de la méditation. Moi, je suis profondément contemplatif et je l'ai toujours été dans mon enfance. Et c'est pour ça que je dis toujours que j'ai fait de la méditation sans le savoir, parce qu'il y a tellement. Vous savez, j'ai envoyé à pas mal d'amis des petits films de cascade. C'est tellement beau une cascade. Vous asseyez sur un rocher et vous passez une demi-heure à regarder la cascade. Moi, j'ai fait ça avec ma fille, j'ai fait ça avec Noémie. C'est sublime. J'ai des belles photos, des petits films de cascade qui durent 7 ou 8 secondes. Il y en a sur YouTube, il y en a. J'en ai mis un petit peu partout pour en faire profiter mes amis puis tous les gens que j'aime. Voilà, être contemplatif, c'est de la méditation. Ouais. C'est sûr. Et si quelqu'un à côté parle, ça peut faire office de suggestion à ce moment-là. Ce sont des graines que l'on sème sur un terreau contemplatif.
Alors, je vais pour dernière question, une qui sera du coup assez d'actualité. Alors, on a parlé du coup de votre méthode MBH, on a parlé du coup de la façon de respirer pour se mettre dans les conditions. Il y a 3, 15, 30 minutes. Concernant le port du masque obligatoire actuellement, est-ce que c'est peut être un frein à se mettre dans cet état hypno-méditatif? Est-ce que ça n'a pas d'impact? Est-ce que ça peut compliquer la tâche? Alors, je pense qu'on aura tous les deux envie de répondre à cette question. Je vais prendre la parole et je laisserai la parole à Robert ensuite. Pour moi, le port du masque, c'est un déclencheur d'une stratégie d'intériorité. C'est-à-dire que on peut se dire que quand on met le masque, c'est l'occasion de rentrer en soi. C'est l'occasion justement d'attirer toute son attention vers cette chose qui pourrait être vécue comme un objet intrusif que l'on place sur son nez et sa bouche et qui permettrait de prendre conscience du souffle et justement parce que cela du coup rend la respiration peut-être un petit peu moins facile et le fait de mettre le masque fait que je suis obligée de me porter sur ma respiration, de prendre conscience de l'air que j'inspire au travers le masque et que je vais prendre le temps à l'inspiration, j'inspire, je suspends l'inspiration et je vais pouvoir expirer tranquillement comme ça. Je pense que c'est une inspiration à 70%. Après, on est comme ça en suspension, tranquillement, et on expire à 70%. Et ce faisant, on est conscient de sa respiration. Et si on est conscient de sa respiration, alors on rentre dans un état assez méditatif. Et ce serait quand même très utile dans les transports en commun où les gens ont plutôt tendance à dire, comme je le disais tout à l'heure en réponse plus ou moins à Colette, même si c'était pas le sujet, mais c'était pas le thème, c'était pour illustrer le fait que si je me dis j'étouffe avec ce masque, je respire mal et j'étouffe et j'ai chaud, etc. Ben, je suis en train de me nourrir de suggestions négatives qui sont prédictives. C'est-à-dire ça doit être l'autosuggestion qui prédit le fait que je vais avoir encore plus chaud que ce que je n'ai chaud en ce moment et que ça va encore moins bien se passer que ce que ça se passe parce que ce sont des suggestions prédictives qui font une boule de neige négative. Alors que si je me disais, ben, ce masque-là, c'est l'occasion de rentrer à l'intérieur de moi, de prendre conscience de mon corps par le biais, grâce et avec ce masque, alors à ce moment-là, on inspire, on expire, et cela va permettre d'être dans une respiration consciente et de ne plus se dire j'étouffe parce que j'étouffe, c'est une mauvaise nourriture mentale. Donc pour moi, le masque, c'est vraiment vécu comme une invitation à approfondir la méditation. Alors, ceci étant, Noémie et moi, on sera très heureux, comme tout le monde, le jour où on n'en aura plus besoin, évidemment. mais voilà, Noémie a tout dit. En fait, si on se fixe sur ce qui gêne, ça ne va pas bien. Alors que si on prend conscience de sa respiration, et j'ai prononcé à plusieurs reprises pendant ce webinaire, j'ai prononcé le mot acceptation. Si vous n'acceptez pas, si vous faites du rejet, si vous faites de la colère, à ce moment-là, ça va devenir encore plus compliqué. Alors que l'acceptation va vous permettre de bien respirer. Alors, moi, je suis amené à travailler avec un masque FFP2 qui est beaucoup plus contraignant, évidemment, que le masque que tout le monde porte, plus un masque, plus une visière, voilà, plus une blouse et une surblouse. Ben, ça se passe bien, tout simplement parce que je sais me détendre, j'accepte la situation parce que c'est pas moi qui l'ai décidé, elle m'est imposée par les événements et du coup, ben, je respire très bien en fait. Hein. Mais plus les gens sont en colère et moins ça fonctionne. Bon, maintenant, il y a aussi un autre aspect, c'est l'acceptation, le refus par rapport à d'autres événements. Nous, on ne vous parle que d'une chose, hein. On
vous parle que du souffle Ah oui, oui, et de la respiration. Après, oui. chacun ses opinions. Ça, c'est un autre domaine que le nôtre. Hein. Voilà. Mais simplement pour le masque, ça va permettre de faire découvrir à beaucoup de gens la notion de respiration et de calmer leur respiration, etc. Et d'être obligé être obligé de porter leur attention sur la respiration. Parce que comme je disais tout à l'heure, on parle énormément de respiration. Et quand je dis c'est un peu vulgarisé, c'est-à-dire que tout le monde en parle, mais personne ne sait vraiment bien qu'est-ce que la respiration. Est-ce que quelqu'un a vraiment à un moment donné, bien sûr, beaucoup, mais peut-être pas assez. Et le masque peut devenir par rapport à cet aspect-là, l'occasion, je dirais pas une chance, mais l'occasion d'être forcé à se centrer sur sa respiration. Comment est-ce que je respire? Comment est-ce que je pourrais mieux respirer grâce à ce masque? Qu'est-ce que ce masque peut m'apprendre? Évidemment, Robert l'a dit. Après, on ne parle pas du tout du contexte et de ceux qui pensent qu'il ne faut pas le mettre, de ceux qui pensent qu'il faut le mettre, etc. C'est simplement à partir du moment où on se dit je mets le masque, eh bien, quoi faire de cela? Et de toute façon, en hypnose, là pour revenir vraiment sur l'hypnose, rien n'est un obstacle. Tout devient un avantage en hypnose. Hein. Je fais une séance d'hypnose, il y a un bruit, il y a quelque chose qui vient, qui dérange. Non, en hypnose, et c'est ce que je dis systématiquement aux stagiaires, vous allez apprendre à travailler avec tout ce qu'il y a, cette notion d'acceptation, et de faire d'un inconvénient un avantage. Faisons de ce masque un avantage pour apprendre à respirer. Positiver, en toutes circonstances, à tout point de vue. Complètement d'accord. En tout cas, que très beau mot pour terminer et finaliser ce sujet et ce webinaire de ce soir. Je tenais encore à vous remercier pour votre présence sur le plateau. C'était vraiment un régal d'échanger sur ce sujet. En plus, avec cette petite touche d'actualité sur la fin qui, voilà, peut nous faire un rappel positif de se concentrer, de reprendre un petit peu de temps sur soi-même. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci Mathieu, c'était un très bon moment. C'était la première fois avec vous et c'était un réel plaisir aussi. C'est super. Et puis pareil, un bon moment pour nous que d'avoir présenté cette nouvelle approche que l'on va continuer à développer et que l'on va vous proposer très prochainement sous une forme un peu plus formelle, je dirais. Et ce sera vraiment un grand plaisir pour revenir et vous présenter cela. En tout cas, c'était un très bon moment et j'espère que cela va se reproduire dans 3 semaines. Et voilà. Il y a de notre part un grand amour bienveillant vis-à-vis de chaque personne qui est de l'autre côté et qui nous regarde. Et puis j'ai envie d'envoyer un message d'amour bienveillant à Philippe, Christine et puis Gilles aussi, les montagnards chez Bibouda. Voilà, on pense bien à eux et puis on a beaucoup d'amour bienveillant pour cette belle et magnifique équipe de Bibouda. Merci à tous. Merci à tous. Merci encore à vous et en tout cas vous complétez l'équipe, d'où la beauté de cette équipe, sachez-le. Merci. Merci du fond du cœur. Merci Mathieu, merci à l'équipe Bibouda. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.